Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la FAQ spéciale Histoire du Barça. Vous m'avez posé vos questions et je vais continuer à y répondre et on commence tout de suite avec celle de Jean de Dieu Barousse qui me dit parle-nous de Johan Cruyff, de son histoire et ce qui le lie au Barça. Et on a aussi une autre question similaire de Diakité Youssouf 09J qui dit quel est le rôle de Cruyff dans l'histoire du Barça, et aussi Bartek Schmiel 2179 qui dit penses-tu que la modernisation du club avec la Masia etc depuis Cruyff était nécessaire ou ça aurait pu être évité et créer autre chose, ce qu'il a fait reste dans l'histoire à jamais. Alors merci à toi Bartek Schmiel parce que tu es membre de la chaîne, donc tu me soutiens beaucoup. Donc un grand merci. Donc ce sont des questions sur Johan Cruyff, une figure emblématique du Barça comme vous le savez. Je pense qu'il n'y a personne qui ne connaît pas Cruyff ou qui en a jamais entendu parler au moins une fois dans sa vie. Cruyff c'est vraiment une personne extraordinaire qui a non seulement changé le Barça mais aussi changé le football moderne. On dit souvent que c'est lui qui est à l'origine du football total, donc une sorte de football qui laisse aucun détail au hasard. Et donc Cruyff, il a commencé sa carrière à l'Ajax et en 1973, il est venu jouer au Barça jusqu'en 1978. En tout, il a disputé 227 matchs et il a marqué 83 buts et il a pu être champion d'Espagne en 1974 et vainqueur de la Coupe d'Espagne en 1978. Et Cruyff, c'est je crois le seul à avoir 3 ballons d'or. Et il a gagné 2 d'entre eux en 1973 et en 1974, donc quand il était joueur du Barça. En tant que joueur, Cruyff il a eu un impact très important à Barcelone parce qu'il a apporté une certaine joie. Bon, à l'époque, il était le meilleur joueur du monde, donc forcément, le fait de recruter le meilleur joueur du monde, ça apporte et ça ramène beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup de matchs qui sont gagnés avec des super scores. D'ailleurs, son premier match avec le Barça, il le gagne et il marque, donc il est directement adopté par le public. Et il y a aussi un moment, alors je sais plus c'était en quelle année exactement, je crois que c'était en 74 peut-être, où pour la première fois, eh bien, le Barça va mettre une raclée au Real Madrid, une manita, un 5-0, et évidemment Cruyff faisait partie de l'équipe. Et en fait, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans les esprits. En plus de ça, c'était à Madrid. Et à cette époque-là, on est encore sous Franco. Donc la dernière fois, je vous en avais un petit peu parlé lors de la partie 1 de la FAQ. Et en fait, il y avait beaucoup de répression autour du Barça, de Barcelone, interdiction de la langue catalane, etc. Et en fait, quelques jours après le Classico 5-0 gagné par Cruyff et ses coéquipiers, eh bien, il y a eu la naissance de son fils Jordi, donc Jordi Cruyff que vous connaissez tous, qui faisait partie, je crois, du board des dirigeants il y a même pas 2-3 ans. Donc à ce moment-là, il y a Jordi Cruyff qui est né. Et en fait, eh bien, son père, donc Johan Cruyff, va à la mairie, je crois, ou je sais plus où exactement, pour pouvoir le déclarer. Et donc, il doit enregistrer, enfin, dire c'est quoi son prénom, etc. Et donc là, Johan Cruyff dit que son fils s'appelle Jordi, un prénom qu'ils ont choisi, lui et sa femme. Et l'agent qui doit inscrire les naissances, etc., eh bien, il lui dit non, c'est interdit. Vous avez un prénom qui est catalan, les prénoms catalans, c'est interdit parce que, comme vous le savez, je vous l'ai dit, on est sous Franco, et donc il lui dit non, vous devez l'appeler Georges, Jorge, quoi, en espagnol, quoi, donc l'équivalent de Jordi en espagnol. Et là, Cruyff s'énerve et dit non, je suis désolé, moi, mon fils, je veux l'appeler Jordi, vous allez pas me dire ce que je dois faire, enfin bon, j'ai quand même le droit de choisir le prénom de mon enfant. Et Cruyff, il disait qu'il avait déjà 2 enfants, et qu'ils avaient tous des prénoms qui sont pas du tout néerlandais, que c'était des prénoms, je pense qu'il a une fille qui s'appelle Chantal, donc c'est un prénom français, et une autre fille qui avait un prénom indien, mais le nom m'échappe. Et donc du coup il s'était imposé, et en fait il disait que l'agent de la mairie, quand il a vu que bon, devant lui c'était Johan Cruyff, que le Barça venait de gagner 5-0, etc., et qu'il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme autour de Barcelone, etc., et ben finalement, il a quand même inscrit son fils avec le prénom Jordi. Et donc en fait, Johan Cruyff,
sans le vouloir et sans même le savoir, il s'est imposé et d'une certaine manière, il a imposé un peu de catalanité à ce moment-là. C'est une anecdote qu'il raconte dans son livre qui s'appelle Mémoire. C'est une sorte d'autobiographie où il parle au jeu, donc à la première personne du singulier, et il raconte sa carrière de joueur, d'entraîneur, etc. D'ailleurs, je vous le recommande si jamais vous cherchez des lectures. Et donc tout ça pour vous dire que Cruyff, il a eu un impact sur plein d'aspects, que ce soit footballistique, un petit peu politique. Après sa carrière de footballeur, Cruyff devient coach. Il va coacher notamment l'Ajax. Et ensuite, il va venir à Barcelone en 1988 et il va y rester jusqu'en 1996, donc 8 ans à la tête de la première équipe du Barça. Et comme vous le savez, il va gagner la première Champions League de l'histoire en 1992 avec sa fameuse Dream Team dont faisaient partie entre autres Pep Guardiola et Ronald Koeman. Et en tant que coach, en fait, Cruyff, ça va être quelqu'un d'assez innovant, donc avec cette idée de football total, où il va dire que son gardien de but, c'est son premier attaquant, et son numéro 9, c'est son premier défenseur. Donc tout le monde doit défendre, tout le monde doit attaquer, il faut que ce soit un football offensif, collectif. Et d'ailleurs, il disait souvent que tu as beau être le meilleur joueur du monde, dans ton équipe, le défenseur de métier sera toujours par exemple un meilleur défenseur que toi. Ou le milieu sera toujours un meilleur milieu que toi. C'est-à-dire que tu as beau être le meilleur, comme lui à l'époque, en tant qu'attaquant, si on te replace en tant que défenseur, tu seras un peu nul. Donc tu dois respecter tous les autres parce que d'une certaine manière, dans leur domaine, tu pourras pas être meilleur qu'eux. Donc ça crée une sorte d'humilité et ça permettait de renforcer l'esprit d'équipe et il a appliqué ça aussi à ses joueurs quand il était entraîneur. Et en termes de tactique, il mettait en place un jeu en triangle avec 3 piliers qui sont la position, donc le bon positionnement, la possession, avoir le ballon. Il disait que si on a le ballon, on peut pas marquer contre nous. Donc il faut garder le ballon et le pressing, toujours pressé. En tant qu'entraîneur, il a eu aussi vraiment une empreinte dans le fait de toujours vouloir être meilleur, s'améliorer, améliorer les performances. Par exemple, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier, à s'entourer vraiment d'un staff de professionnels, c'est-à-dire que lui, il s'occupait du football, de la tactique, etc. Et à côté, il prenait des spécialistes, des physios, des kinés, même des réflexologues aussi, notamment quand il était à Barcelone, pour que les joueurs récupèrent mieux, pour que vraiment en termes de physique ils soient à 100%. Et ça c'est quelque chose qui se faisait pas du tout à l'époque. À l'époque on avait généralement un entraîneur et son adjoint. Donc Cruyff il a apporté beaucoup aussi sur ce côté-là. Et puis aussi il a apporté beaucoup dans tout ce qui est droit des footballeurs, syndicats, etc. C'était l'un des premiers aussi à avoir un agent, parce qu'avant les joueurs étaient un peu seuls, ils devaient négocier avec les dirigeants, c'était pas facile. Généralement quand on joue au foot, on n'est pas homme d'affaires, on connaît pas trop tout ce qui est argent, etc. Donc lui il avait pris son beau-père comme agent, et c'est son beau-père qui négociait avec les différents clubs, parce que son beau-père à la base il avait des business, c'était un homme d'affaires, donc il connaissait bien l'art de la négociation, l'argent, etc. Donc ça aussi c'était une nouveauté à son époque. Cruyff c'était aussi quelqu'un d'un peu rebelle, quelqu'un qui n'a pas vraiment sa langue dans sa poche, mais bon ça c'est généralement un trait de caractère qui est commun aux Néerlandais, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont très directs et qui disent les choses clairement. Donc il était un petit peu comme ça. Et Cruyff aussi fumait, il fumait beaucoup et il avait même eu des soucis de santé, des soucis cardiaques, etc. Et ensuite il a arrêté de fumer, il a fait des campagnes de sensibilisation contre la cigarette, etc. Donc voilà, Cruyff c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et ces derniers jours, quand j'ai lu ses mémoires, j'ai même pas encore terminé, il me reste encore quelques chapitres, je me suis rendu compte à quel point c'était quelqu'un vraiment de visionnaire et de très important pour le Barça et pour le foot en général. Concernant son palmarès d'entraîneur, il a gagné la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1989 avec le Barça, donc ça c'est une coupe je crois qui n'existe plus. Ensuite il a été champion d'Espagne en 91, 92, 93 et 94.
Il a gagné aussi la Coupe d'Espagne en 90, la Ligue des Champions en 1992, bon avant ça s'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions, et puis aussi il a gagné la Super Coupe d'Europe en 1992 et la Super Coupe d'Espagne en 91, 92 et 94. Donc quand il est arrivé, franchement, il a vraiment gagné beaucoup de titres, et il disait justement que quand il était arrivé en 1988, eh bien à l'époque-là, le Barça n'était vraiment pas dans une bonne passe. Le football était devenu presque inexistant. C'était un club, comme il dit, qui avait de l'argent, mais qui faisait pas beaucoup de jeux, contrairement à ce qui se passait dans les années 50, dans les années 20, etc. Le Barça était devenu une équipe qui n'était pas du tout offensive, qui était défensive, qui jouait pas, et lui, il est venu, et il a tout révolutionné. Donc, je trouve qu'on devrait même plus parler de Johan Cruyff parce que c'est vraiment quelqu'un de très important. Et je pense que si aujourd'hui on a la chance d'avoir Hansi Flick et de profiter de ce football, c'est en grande partie grâce à Johan Cruyff aussi, parce qu'au final, quand on regarde, ce sont les principes en fait de la vision Cruyff que Hansi reprend et qu'il applique. Par exemple, le fait que les joueurs ont une certaine liberté sur le terrain, etc. Tout ça, c'est du Cruyff. Donc je pense qu'on ne se rend pas compte, mais derrière cette équipe de Hansi Flick qui a beaucoup de succès, eh bien il y a encore une fois une touche de Cruyff. Donc voilà, je pense qu'il faudrait lui rendre hommage. D'ailleurs, ça fait 10 ans maintenant qu'il nous a quittés. Il est parti le 24 mars 2016. Il est mort à Barcelone ce jour-là. Donc là, ça fait 10 ans et quelques jours. Tous mes respects à Johan Cruyff et merci à lui pour tout ce qu'il a apporté à Barcelone. À part sa carrière de joueur et d'entraîneur, il a été au début des années 2000 très proche toujours du Barça et aussi de l'Ajax, parce qu'il a beaucoup joué à l'Ajax, il a été coach de l'Ajax aussi, et il a été formé là-bas, je pense. En tout cas, il a fait ses premiers pas dans le monde du football à l'Ajax. Et donc, une fois qu'il était plus entraîneur, donc au début des années 2000, eh bien, il s'est un petit peu occupé en conseillant l'Ajax et le Barça. Mais il n'était pas très content avec l'Ajax parce qu'ils n'écoutaient pas trop ce qu'il disait, etc. Par contre, à Barcelone, avec Joan Laporta, sa parole avait vraiment beaucoup d'importance et Laporta le prenait vraiment en considération. C'est d'ailleurs lui qui va lui conseiller de ramener Rijkaard en 2004 ou en 2005, je ne sais plus exactement. Et on sait tous qu'en 2006, Rijkaard fait gagner la Ligue des Champions au Barça. Quelques années plus tard, en 2008, c'est aussi Cruyff qui conseille Laporta de ramener Guardiola, en tout cas de le faire monter comme coach de l'équipe première. Et puis après ça, on l'a tous vu, on a eu le meilleur Barça de l'histoire. Donc Cruyff, il avait vraiment une vision très juste du football et c'est grâce à lui que beaucoup de choses, en tout cas tous les bons moments qu'a vécu le Barça ces dernières décennies, eh bien, il y a de la patte Cruyff derrière, donc on lui doit énormément. Donc voilà pour tout ce qui est lié à Johan Cruyff. Ensuite, il y a Stani Aman Diakat qui me dit: le club a envisagé un joueur qui peut remplacer Baldé ou Koundé, car avec les blessures, ils perdent en forme. Honnêtement, je sais pas, je sais qu'actuellement il y a des rumeurs sur Grimaldo. Je sais aussi qu'en conférence de presse de la Roja, donc de l'équipe espagnole, il y a un journaliste qui a demandé à Cucurella si jamais le Barça voulait le recruter, est-ce qu'il irait, et Cucurella a dit ça va être compliqué de dire non au Barça. Je rappelle que d'ailleurs Cucurella c'est un des joueurs qui a aussi été formé à Barcelone, au même titre que Grimaldo d'ailleurs, mais je sais pas si le club envisage de les recruter ou pas du tout. Ensuite, il y a une question de Madeleine Oussa qui dit: l'histoire derrière le Barça plus qu'un club. Alors comme vous le savez, c'est la devise du club Més que un club, qui veut dire plus qu'un club, et cette phrase elle aurait été prononcée par un ancien président du Barça du nom de Narcís de Carreras, qui était président à partir de 1968, et lors de son discours de prise de fonction, eh bien, il va dire: je viens avec tout l'enthousiasme que vous voulez, parce que le Barça est plus qu'un club de football. Le Barça, c'est une chose qu'on porte tous à l'intérieur de nous. Donc c'est à ce moment-là qu'il dit que le Barça est plus qu'un club. Il y a certaines personnes qui lient ça au fait que ça revêt aussi un aspect politique, dans le sens où le Barça, c'était
une manière de résister à la dictature de Franco, en allant au stade, en gardant malgré tout l'identité catalane. C'est vrai que c'était un moyen de résistance, on peut le comprendre comme ça. Et puis il y a quelques années auparavant, en 1965, il y avait déjà un article qui était paru dans la Revista Barcelonista qui disait que le Barça, c'est vrai, c'est plus qu'un club. Donc c'est une phrase qui est devenue très très populaire pour expliquer qu'il y a vraiment un côté affectif, de sentiment, d'émotion qui est très très fort autour du FC Barcelone, et c'est ça qui fait de lui plus qu'un club, en plus du côté politique. Et en ce sens d'ailleurs, il y a un spécialiste, une sorte d'analyste politique qui s'appelle Vázquez Montalbán, qui analyse la situation et tout ce qu'il y a autour du Barça, en disant que le Barça, au final, le club de foot, c'était une sorte d'armée symbolique et désarmée de la Catalogne. Donc vous voyez, il y a encore une fois le politique qui est lié au sportif, et donc c'est de là que vient la devise du club. Ensuite, on a une question de Roland Onvou 8098 qui me dit: pour toi, Joan Garcia est-il le meilleur gardien du monde? Alors doucement, je pense que Joan Garcia, il est encore jeune, il a que 24 ans, je pense, ou 25 ans. Le meilleur gardien du monde, je sais pas, mais l'un des meilleurs, sans doute oui. En tout cas là, ça fait seulement quelques mois qu'il est au plus haut niveau et qu'il joue au FC Barcelone, donc il découvre à peine la Ligue des Champions, il découvre à peine la sélection espagnole aussi. Donc voilà, il vient à peine d'arriver au plus haut niveau. Donc dire que c'est le meilleur gardien du monde, non, mais l'un des meilleurs, et en tout cas il est en train de monter en puissance et s'améliorer de jour en jour, ce qui pourrait du coup faire de lui le meilleur gardien du monde un jour, effectivement. Ensuite, une question de Falmatsimagie 4L3U qui dit: les infos sont-elles vraies concernant le mercato idéal avec Bastoni, Alvarez, Osimhen et Grimaldo? Alors ça, je sais pas du tout. Comme je l'ai dit lors de la précédente FAQ, enfin dans la première partie plutôt, tout ce qui est mercato, info, actualité, c'est pas du tout mon truc préféré. Donc je vous renvoie à d'autres youtubeurs ou comptes sur Twitter, etc., qui parlent plus et mieux de ça que moi. Ensuite, une question de Charles Cassi R4T qui dit: l'histoire derrière la rivalité Barça-Real et en quelle année a eu lieu le premier Classico et qui l'a emporté? Alors concernant la rivalité Barça-Real, j'en ai parlé dans la première partie, et pour le premier Classico et qui l'a emporté, je sais pas, mais j'imagine que c'est dans les années 30 logiquement. Mais j'avoue que j'ai pas fait de recherche là-dessus, donc faudrait regarder sur internet peut-être. Ensuite, il y a Mustapha Koulibaly 3914 qui me demande de commenter les matchs des féminines. Alors concernant le football féminin et le Barça Femini, honnêtement je les suis, c'est-à-dire que je regarde des fois les highlights et puis surtout les résultats. Mais sinon j'ai pas de passion particulière pour le Barça Femini. Évidemment, je les soutiens et j'admire beaucoup de joueuses, mais c'est pas pareil que l'équipe masculine. Ensuite, il y a Fernand Balunda YN4SK qui dit: comment va Rafinha? Je sais pas, honnêtement, on sait qu'il sera absent pendant 5 semaines, c'est une très mauvaise nouvelle, et que normalement il devrait rejoindre ses coéquipiers à Barcelone pour continuer sa récupération. Pour le moment, il est encore au Brésil et il a commencé sa récupération au Brésil, mais il devrait, je pense, rejoindre l'équipe bientôt. Et enfin, la dernière question de Arnold Conan. Pareil, Arnold Conan, c'est l'un des suiveurs les plus fidèles de la chaîne qui commente tout le temps, donc merci beaucoup à toi, qui nous dit: pourquoi les sociaux ont-ils tant de pouvoir au club et comment faire pour devenir sociaux? Alors pourquoi est-ce que les sociaux ont tant de pouvoir au club? Parce que le club leur appartient tout simplement, c'est-à-dire que depuis la création du club en 1899, j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu dans la première partie de la FAQ, eh bien il y avait des membres et avec le temps ça s'est développé, etc. Et il y a eu ce système de sociaux, c'est-à-dire ce sont des personnes tout simplement qui payaient pour le club et donc qui sont d'une certaine manière propriétaires du club. C'est une association, donc c'est plusieurs personnes ensemble et donc elles font partie et peuvent participer
à l'Assemblée générale, comme le fonctionnement d'une association normale, hein. Vous savez, quand on a des associations, par exemple pour aider les SDF ou autres, bah c'est pareil, vous avez un président, un secrétaire, un trésorier, et puis vous avez des membres qui vont payer une cotisation, par exemple, tous les ans, et qui vont avoir le droit de donner leur opinion, de voter pour qui va être président, etc., etc., qui vont valider le budget. Bah, en fait, le Barça, ça fonctionne comme ça, sauf que c'est devenu tellement grand et immense qu'il y a des milliers de personnes, et donc les sociaux, tous les ans, ils payent leur cotisation, ils ont une carte de sociaux, et ça leur permet de voter, de valider le budget, de participer à l'Assemblée générale, etc., etc. Donc comment faire pour devenir sociaux? Eh bien, il suffit d'aller sur le site du Barça, et vous avez une rubrique sociaux, comment devenir sociaux. Et pour l'être, en fait, il faut payer à peu près 200 € par an, je crois. Et après, ça vous donne accès à tous ces droits-là. Et vous êtes d'une certaine manière copropriétaire du club avec plein d'autres personnes. Il y a quelques années, il fallait absolument se rendre sur Barcelone, sur place. Il y avait un bureau dédié, qui existe encore d'ailleurs, où vous deviez aller pour vous enregistrer. Donc vous donnez votre photo, votre carte d'identité, vous payez les 200 € et puis vous devenez sociaux. Maintenant, on peut le faire via Internet, mais il y a aussi des gens qui le font toujours sur place. Donc voilà. Voilà pour la deuxième partie de la FAQ. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai oublié personne. Et encore une fois, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos, aux FAQ. Et merci beaucoup pour les questions que vous posez. Et merci aussi pour votre bienveillance, votre gentillesse et votre présence, vos commentaires. Enfin vraiment, je lis toujours tout et ça fait vraiment plaisir. Donc un grand, grand, grand merci à vous. Et là, on va rentrer dans la dernière ligne droite de la saison. Ça passe très vite. Donc on se retrouve dès vendredi pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match contre l'Atlético Madrid en Liga, qui aura lieu samedi. Et ensuite, on enchaînera encore avec l'Atlético mercredi, mais cette fois-ci en Ligue des Champions. Donc voilà, ça promet. Il faut prendre des forces et être à fond pour soutenir notre équipe parce qu'ils vont en avoir besoin, surtout sans Rafinha et aussi sans Frenkie de Jong parce que j'ai vu qu'il n'avait pas repris l'entraînement collectif. Donc je pense qu'il va pas très bien notre Frenkie. Donc bon, va falloir faire sans et ça va pas être facile. Mais bon, on garde espoir et j'espère qu'on va y arriver. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.